Aussi. Salut tout le monde, je pense qu'on est en live et on démarre un petit peu en retard, désolé pour ce petit imprévu. On a eu un problème de caméra. Dites-moi avant de démarrer si vous entendez bien, si le son est bon et si l'image est également suffisamment nette. Donc ça a l'air OK pour vous, le son est sympa, j'ai mis le micro extrait pour qu'on m'entende bien, couper les bruits aussi environnants et l'image est, on va dire, à peu près éclairée en tous les cas. Super, merci. Bon, du coup, on va avancer. On va pouvoir commencer par une petite surprise. Hop. Ça y est, donc je peux vous le présenter avec grand plaisir. Il est enfin arrivé, il est sorti jeudi et je n'ai pas encore reçu mes exemplaires officiels, mais par contre, j'ai reçu quelques exemplaires. Bon, un pour vous le présenter. Donc voilà, le dernier petit bouquin que j'ai eu tant de mal à écrire. Il m'a pris quasiment 2 ans de travail. Mais non, je suis très content du résultat. Il est même super bien imprimé, il est très joli. Et puis j'espère que si vous lisez, il va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à partager dessus et à nous dire ce que vous en pensez. C'est hyper important pour moi d'avoir vos retours et de savoir si ce que je raconte n'est pas trop perché, si c'est adapté, concret, suffisamment bien expliqué, et surtout si ça a du sens pour votre pratique en tant que préparateur mental ou votre pratique perso. Pour les dédicaces, ça sera avec plaisir. Il faut faire attention aux conditions sanitaires, blablabla, mais ça sera avec plaisir. Donc, si vous l'avez et ce que j'ai la chance de croiser, je vous mettrai un petit mot dedans avec un peu de plaisir. Oui, mon ego va très bien, monsieur Guillet. Il est très en forme. Du coup, tu m'ouvres la suite du programme. Didier, on va parler de l'ego et notamment de l'ego de monsieur Mbappé, Kylian, qui est un sportif qu'en ce moment on voit partout et qu'on va voir, je pense, pendant encore très longtemps, parce que c'est un profil exceptionnel. Donc, on a axé le webinaire du jour sur l'ego de Mbappé, Kylian, mais on va prendre, on va dire, lui comme exemple pour parler après d'autres sportifs qui ont ce genre de profil-là et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel. Comme d'habitude, je vous rappelle le programme, et je pense que vous le connaissez déjà pour la plupart. Donc, on a 1 heure de webinaire ensemble. On part sur 30 minutes, un peu moins, je pense, où je vais vous expliquer ce qui, pour moi, fait que ce gars-là, ce joueur-là, a un profil exceptionnel et qu'est-ce qui fait qu'il va durer longtemps dans le foot et sûrement aussi après ailleurs dans d'autres choses. Et 30 minutes d'échange où j'essaierai de répondre mieux à vos questions en lien avec Kylian Mbappé, avec d'autres sportifs, avec vos sportifs, avec d'autres sujets, tout ce qui vous intéresse, on en parle. C'est le dernier webinaire où on parle de l'ego. Donc, c'est le 4e d'une suite donc, de thématiques axées sur l'ego. Après, on parlera d'autres choses. On peut ouvrir les entretiens, le webinaire à des consultants focus. On va faire venir d'autres préparateurs mentaux, d'autres consultants avec qui on travaille beaucoup chez Focus, qui vont amener tous un peu une vision différente de la mienne, complémentaire, des fois très différente, qui vont amener des nouvelles techniques, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et on repartira plus sur une thématique vraiment très sportive avec après des webinaires axés sur la préparation mentale pour le haut niveau. Donc on en reparlera, je pense, courant mai, juin, avant de partir en vacances. Voilà. Allez, on y va. On part du coup sur Kylian Mbappé. Je vais vous expliquer ce qui, pour moi, fait que c'est un joueur d'exception. Je ne le connais pas directement. Je n'ai pas travaillé avec lui. J'ai pas eu cette chance. Par contre, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il raconte parce que il n'a que 21 ans, mais ce qu'il raconte est d'une maturité exceptionnelle. Et donc, c'est toujours un plaisir de le lire. Donc, il a 3 choses qui, pour moi, font que c'est un joueur d'exception, comme on en retrouve quasiment jamais. C'est un joueur toutes les décennies, voire tous les 20 ans. Du niveau d'un Platini, d'un Zidane, ce profil-là. Donc, il a 3 choses qui, pour moi, sont exceptionnelles. La première, elle est entre guillemets classique. Ceux qui travaillent avec nous chez Focus, qui sont en formation, ceux que j'ai croisés dans d'autres circonstances, vous savez que je parle beaucoup du profilage des sportifs, et que c'est une notion à laquelle je m'attarde beaucoup en tant que préparateur mental.
Je dis même qu'il faut mettre en place un suivi en préparation mentale avec un profilage au préalable. Il faut savoir avec qui vous travaillez, comment est-ce qu'il se profile, est-ce qu'il est équilibré ou pas, est-ce qu'il lui manque telle compétence, est-ce qu'il est déjà très en place, tout ça. Et donc, on passe des tests, on passe souvent le QPPS, qui est un test que j'avais créé avec des collègues chercheurs en psycho de Bordeaux sur le profil psychologique des sportifs. Que vous retrouverez sur le site de Focus et que je pense Marco va vous mettre en lien très vite sur le chat. Donc, encore une fois, je ne connais pas ce joueur, je ne l'ai jamais rencontré, mais je parie, je mettrai un bon gros dollar sur la table, que si vous lui faites passer le QPPS ou un autre test de profilage type l'OMSAT, d'autres tests en préparation mentale, je suis à peu près certain que toutes les compétences de base, il les maîtrise déjà. C'est un joueur qui a un équilibre mental déjà très en place, sans qu'il ait fait, je pense, de travail de préparation mentale spécifique, mais il a toutes les compétences de base. Il est ultra déterminé, ça se voit, ça s'entend, ça se constate. Ses motivations sont bien placées, il a une estime de lui qui est parfaitement aussi positive, équilibrée, il a une confiance qui est au top, il parle d'objectifs comme un métronome. Bref, les compétences de base, il les a. Il maîtrise également très bien l'aspect émotionnel. Pour son âge, il a une gestion du stress qui est quasi exemplaire. Vraiment, on le voit, il arrive à bien gérer les situations de stress, les matchs en jeu, les matchs de Coupe du Monde, les matchs du Champions League. Tout ça, il le gère vraiment très, très bien. Il est très en place. Il ne semble pas être perturbé par le stress de l'environnement. Il a eu là quelques phrases un peu énervées sur le fait qu'on le critiquait un peu et que ça commençait un peu à l'agacer. Donc, il n'est pas non plus insensible à la critique et insensible à l'environnement, on va dire, médiatico-sportif, footballistique. Mais il a une capacité à s'extraire du stress et à se concentrer qui fait, à mon sens, qu'il est vraiment très en place. On voit également que dans certains matchs, il est dans le flow. Alors, quand il n'est pas dans le match, ça se voit aussi parce qu'il s'énerve vite ou il est moins dedans. Il a l'esprit qui va et qui vient, ça se voit un peu dans ses yeux, mais il est en tout cas il a une capacité de flow qu'on retrouve vraiment chez ces grands sportifs-là ou chez ces grands artistes à aller vraiment dans un état de conscience modifié et atteindre le flow de façon non pas mécanique, mais presque, parce qu'il met en place les éléments qui l'amènent vers le flow. Bref, il a le profil psychologique parfait, le profil mental parfait, celui que tous les entraîneurs rêvent de rencontrer, mais qu'ils ne rencontrent jamais, parce que ça n'existe presque pas, ces profils-là. C'est vraiment des gars qui sont exceptionnels. Ça dépend beaucoup de leur parcours de vie, de leur éducation. Donc, c'est un joueur qui a sûrement une éducation très en place, très affirmée, avec beaucoup de valeurs et de cadres sur le travail, sur la progression, sur le goût de l'effort. Et il a une croyance en lui, en son talent qui est exceptionnel et que personne, je pense, ne peut contredire ou dans son parcours, parce que j'ai bien un peu camarade ce qu'il a fait, quand des coachs l'ont un peu malmené ou on cherchait un peu comme ça à le mettre à défaut ou non pas à le critiquer, mais à le mettre dans le dur. Puis il a su rebondir et puis il a su aussi dire « je m'en vais, je vais voir ailleurs ». Donc, il a vraiment une force de caractère exceptionnelle. Donc, c'est le deuxième point pour moi, c'est qu'il a une personnalité déjà très affirmée pour son âge. Il est très en place. C'est un joueur qui est ouvert culturellement, ouvert aux autres, qui s'exprime très bien, qui est à l'aise devant la caméra, qui a l'air sympathique, tout en étant sûr de ses convictions et de ce qu'il vous raconte. Je pense qu'il est plutôt extraverti qu'introverti. C'est pas non plus un extraverti à 100%, mais il a une tendance à être plutôt extraverti. Donc, ce qui fait que, évidemment, les médias adorent ça. C'est un bon client face caméra. Il a l'air également très consciencieux. Donc, il a une tendance perfectionniste qui, je pense, est très en place, qu'on retrouve d'ailleurs tout le temps dans ces profils-là, ces profils d'exception, de performants au sens large. Donc, il est consciencieux. Pareil, je pense que c'est un joueur qu'on a grand plaisir à voir à l'entraînement
parce qu'il est précis, appliqué, concentré tout simplement. Il est dans l'instant présent et c'est des joueurs qui mettent beaucoup d'engagement et de sérieux dans l'entraînement. Et ils savent que pour être bon en match, il faut d'abord être bon à l'entraînement. Donc, c'est vraiment des mecs consciencieux, ce qu'on retrouve encore une fois chez des profils comme Ronaldo, Zidane, Ibrahimovic, tous ces profils-là d'exception, une qualité de présence à l'entraînement et de sérieux qui est vraiment hors du commun. Et un autre point qui est très important, c'est qu'il a l'air extrêmement sociable. La grande difficulté avec ces profils très atypiques et qui très vite performent, sont doués et deviennent des stars rapidement, c'est que ils sont aussi des fois difficilement malléables et adaptables à un collectif. C'est le cas par exemple de joueurs comme Messi ou je réfléchis à d'autres exemples assez connus où on sait que Jordan en basket, Kobe Bryant, qui étaient des joueurs d'exception mais difficilement intégrables à un collectif. Lui, il a l'air de s'y retrouver assez facilement, assez naturellement. Alors, il a connu que deux grands clubs, Monaco et le PSG, plus l'équipe de France, c'est pas non plus énorme. Mais sa capacité à s'exprimer, à aller vers les autres, son ouverture, sa simplicité aussi, parce que je trouve qu'il parle très naturellement, très simplement. On voit que ce qu'il dit est très réfléchi et sensé. Mais c'est dit avec beaucoup de naturel, beaucoup de simplicité. Et donc, on a eu l'idée de faire ce webinaire parce qu'on a regardé avec la team là une petite vidéo, un entretien qu'il a réalisé, je crois, pour RMC Sport ou Beansport. Marc, tu me dis si je me trompe de chaîne. L'entretien est un bijou, vraiment. Il répond aux questions du tac au tac, avec, encore une fois, beaucoup de naturel, mais aussi une maturité et une précision dans les réponses, plus un point de vue que l'on n'entend quasiment jamais dans la bouche d'un sportif et encore moins dans la bouche d'un gars aussi jeune. Donc, entretien vraiment que je vous recommande. Voilà, je vois que Marc vous le met sur RMC Sport, désolé pour eux. Donc, entretien vraiment magique. Quand vous écoutez ça d'un joueur de cet âge-là, vous vous dites là, vous avez quelqu'un qui va durer longtemps. Si physiquement, il n'a pas de pépins, tout ça, que les choses se passent pour lui correctement, qu'il fait attention à son corps et tout, vraiment, entretien assez exceptionnel. Donc, il a un profil psychologique, un mental déjà très au point, très équilibré, qu'on ne retrouve jamais normalement chez les joueurs, parce qu'il faut faire un travail d'entraînement pour arriver à ce niveau-là de stabilité et d'équilibre émotionnel et psychologique. Deuxièmement, il a une personnalité déjà très affirmée. Il sait à la fois prendre sur lui pour s'intégrer à un groupe et en même temps, il est très assertif, il sait s'imposer, il sait dire les choses, il sait affirmer un point de vue, il sait en même temps écouter et être dans l'affirmation. Donc, il est vraiment très au point d'un point de vue de la personnalité. Et la troisième chose pour moi qui fait qu'il est vraiment au-dessus du lot, c'est que, encore une fois, sans avoir rencontré ce gars-là, sans avoir décortiqué tout son mental, il est évident qu'il est extrêmement intelligent. La pertinence de ses propos, de ses réponses devant des journalistes souvent bien plus vieux que lui, plus aguerri et un peu j'ai tout vu, j'ai tout fait, il est déroutant. Je pense qu'il a 2-3 ans d'avance sur son âge, sur la maturité intellectuelle, et même chose pour la maturité émotionnelle, affective. Il est très fort, vraiment. On voit que c'est quelqu'un qui cogite vite, et je dirais bien, dans le sens où sa pensée, elle est vraiment structurée, argumentée. Il jongle très vite entre le pour et le contre. Il voit très vite le chemin qui pour lui sera préférable et sera le plus simple. On voit qu'il pose des choses. On voit aussi qu'il est bien entouré, que c'est un joueur qui a des bons conseils. Je dis qu'il avait une éducation très en place. Ça se ressent en fait dans son discours.
Donc, merci aux parents et aux éducateurs qui l'ont accompagné, aux entraîneurs, tout ça, qui vraiment l'ont sûrement bien formé, ils l'ont bien fait avancer en tant que personne et en tant que sportif. Donc, il est très mature, très intelligent au sens vraiment du sens, du terme intelligent, qui va vite, qui performe, qui fait des choix, qui est créatif, qui avance sans se poser 10 000 questions, qui avance sans faire attention à ce que tout le monde va penser de lui, à ce qu'on va dire ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est dans les clous ou pas. Juste, il avance, il trace son chemin. Il est fluide en fait. C'est quelqu'un qui est fluide et qui dégage beaucoup de sincérité en comparaison, je vais parler un peu d'autres sports, en comparaison à un mec comme Djokovic en tennis, qui est aussi très intelligent, qui ressemble beaucoup à ce profil-là, qui était par contre beaucoup moins équilibré étant jeune, de par son parcours de vie, qui lui a mis en place beaucoup de travail d'entraînement mental pour arriver à cette sorte d'équilibre et de stabilité émotionnelle. C'est aussi un joueur dont on a toujours un doute sur la sincérité, parce qu'il y a le discours de façade qu'il donne devant la caméra à la fin des matchs, en interview, tout ça, qui est toujours un peu travaillé, qui est toujours un peu polissé, qui est toujours un peu trop propre, je dirais, trop poli. Et on a toujours un doute sur la sincérité de ce qu'il raconte. On l'a moins pour Federer ou Nadal, qui ont l'air de parler beaucoup plus naturellement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont l'air de parler plus naturellement et de façon plus simple, moins stratégique. Et chez Kylian, on voit qu'il y a une communication très fluide, très sincère, très perso, très naturelle. Donc ça marche beaucoup et ça plaît beaucoup aux médias. Donc, c'est un joueur qui, pour moi, a 3 caractéristiques qui sont très difficilement retrouvables chez des jeunes joueurs. Il a la personnalité, il a l'intelligence et il a le profil mental, notamment sur l'aspect émotionnel et attentionnel, qui est très élevé. Il a une détermination hors du commun, qui est celle, pour moi, des grands champions. Celle que tous les coachs rêvent de rencontrer chez leurs joueurs, mais qu'on retrouve très rarement. Lui, il a ça, cumulé à un plaisir de jouer, à un amusement à faire ce qu'il fait et à le prendre au sérieux et en même temps avec du détachement. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait avec de l'engagement, avec du vrai, avec du sérieux, avec de l'attention, de la concentration, avec vraiment beaucoup de lui, mais aussi avec une sorte de détachement, parce que c'est du foot et que même si c'est important, ça reste du foot. Donc, il a beaucoup de plaisir à jouer, beaucoup de prise de recul par rapport à tout ça. Et évidemment, il a des compétences, j'imagine, aussi d'un point de vue physique exceptionnelles. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui, on voit, est très bien entouré. Donc, c'était un joueur au profil déjà très équilibré, que je vous promets, on rencontre quasiment jamais chez les jeunes sportifs. C'est un assemblage de trop de facteurs, de trop de choses qui font que c'est difficile de retrouver ça chez des jeunes joueurs, même chez des joueurs adultes confirmés, parce que ça demande d'avoir normalement travaillé mentalement sur soi. Lui, il est très posé, très en place. Il a énormément de compétences déjà travaillées, déjà affirmées, positives. Donc, c'est un profil rare et pour moi, c'est un vrai profil de champion. C'est un profil d'athlète comme on en retrouve tous les 10 ans. Vraiment, c'est des gars d'exception, tout simplement. Cumulé en plus avec une dose chez lui, je trouve, de sympathie et de gentillesse qui le rendent vraiment cool et qui fait qu'on a plaisir à le voir jouer, à le voir réussir et à le voir bien se débrouiller. Donc, c'est vraiment un joueur d'avenir, de présent et d'avenir sans aucun doute. Voilà. Donc, c'est les 3 raisons pour lesquelles vraiment je voulais vous parler de lui, parce que il a tout ça. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est, pour faire lien avec l'ego, c'est qu'il a une capacité à avouer ses ambitions, à les exprimer. Il a l'ego des entrepreneurs, l'ego des grands champions, l'ego des mecs qui veulent faire des grandes choses dans leur vie, qui ont des objectifs très élevés, qui sont ultra déterminés. Il a cet ego-là, mais il l'affirme, ce qui n'est pas tout à fait courant dans notre culture
française, en tous les cas. C'est beaucoup plus anglo-saxon comme approche. Donc, lui, il a vraiment une capacité à exprimer son ego dans le sens de l'ego déterminé, l'ego ambitieux, l'ego plein de projets qui, je trouve, est génial parce que ça casse un peu les codes habituels et en même temps, il n'est pas dérangé par son ego qui pourrait être un peu fragile parce qu'il n'est pas sensible au regard des autres, très peu, et que même s'il il fait attention à la critique, tout ça, il est quand même dans un détachement très marqué et il est toujours sûr de ses bases, sûr de qui il est et sûr de ce qu'il a à faire. Donc ça, vraiment, c'est remarquable. Et j'aimerais bien en parler avec son père parce que pour son âge, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à Kylian. C'est un gars vraiment que j'adorais rencontrer aussi et j'espère maintenant avoir on va pouvoir prendre le temps pour en parler ensemble. Vous me dites si vous êtes raccord sur tout ça, si vous avez des comparaisons. Je vois que Satan a déjà mis des remarques, donc je vais juste boire un petit coup d'eau, lire ça et puis on va pouvoir commencer à échanger ensemble sur vos questions et sur vos remarques respectives. Alors, Thibaut Machetel qui fait une remarque intéressante. J'ai une remarque sur le côté collectif compatible. Le lien avec Jordan et Kobe Bryant. Mbappé a pu se faire remarquer en ne voulant pas sortir dans des matchs où pourtant le résultat était acquis. Et est-ce pertinent de comparer un sport à 5 et un sport à 11? Les rapports au collectif n'étaient pas biaisés. Alors, je pense que tu joues à 5, à 11, à 15 ou à 20, ça change pas grand-chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la capacité non pas à jouer, mais à vivre avec tous ces gars-là. Donc, à passer tout le quotidien avec un collectif, ce qui n'est pas si simple que ça. Ça demande quand même d'aimer vivre en groupe, en collectif, de partager quasiment tout à plusieurs et d'avoir des rapports aux autres qui, sur une saison, sont pas toujours simples, pas toujours courtois, il y a forcément de la concurrence, tout ça. La différence qu'il y a entre Bryant et Jordan et Mbappé, alors, je ne le connais pas assez pour ça, Mbappé, mais il me semble qu'il est quand même assez altruiste, assez ouvert aux autres. Je dis bien assez. Je ne crois pas non plus que ce soit un maître Jedi de l'altruisme, mais Jordan et Bryant étaient très froids. Ce sont des gars qui sont qui étaient pour Bryant, qui étaient très distants, avec un sentiment de compétence très élevée envers eux-mêmes. Donc, ils étaient doués, ils le savaient très bien et ils étaient extrêmement exigeants. Et souvent, tu sais, Thibaut, on considère que les mecs qui sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes, ils le sont aussi pour les autres. Donc, quand ces joueurs-là trouvent que leurs partenaires sont pas assez exigeants, eh bien, ils leur font aucun cadeau parce qu'ils n'ont pas forcément d'empathie pour eux. Ils ne s'intéressent pas à la normalité, ils ne s'intéressent pas à la moyenne des gens. Ce qui les intéresse, c'est l'exceptionnel. Et si tu ne rentres pas dans leur schéma perso, ben, ils t'éjectent ou ils te considèrent pas forcément comme un bon partenaire d'entraînement. Je pense que Mbappé est un peu plus ouvert que ça, un peu plus sociable que ça, un peu plus à l'écoute, un peu plus empathique, altruiste. En tout cas, je vous dis, il a l'air. Pour ça, je ne le connais pas assez et je ne l'ai pas vu assez à l'entraînement et je n'ai pas assez décortiqué vraiment les relations qu'il a avec ses partenaires. Mais il me semble, dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il dit, beaucoup plus à l'aise avec les émotions des autres et donc avec l'empathie générale. Donc, c'est la grande différence qu'il y a entre ces trois profils-là. C'est l'empathie, globalement, qui n'est pas simple parce que généralement, par exemple, tu as Djokovic, quand je parlais de lui, c'est un joueur qui n'est pas hyper empathique, voire même pas du tout empathique, mais qui se force à être empathique, qui se force à aller vers les autres, qui se force à les comprendre, qui se force à être accepté, ouvert, à être une bonne personne, je dirais presque. Alors que Nadal, en comparaison, est un mec qui est hyper empathique.
qui s'inquiète pour tout le monde, sa sœur, son entourage, machin, qui est hyper anxieux, qui a une énorme sensibilité, et donc c'est un joueur qui doit faire un gros travail sur ça. Donc voilà, c'est des différences qu'il y a. Je pense que le fait que tu joues à 5, 11 ou 15, ça ne change rien globalement. C'est plutôt ton profil psychologique et ton ouverture aux émotions des autres et à la compréhension des autres qui joue et qui est vraiment, vraiment importante. Donc Christelle parle du plaisir. Je te rejoins absolument, Christelle. Pour moi, ce qui est vraiment cool dans son entretien, c'est outre son côté, pour moi, hyper intello et hyper psy, c'est le fait que ce soit un joueur qui, en effet, parle avec une simplicité, avec un plaisir. En fait, on sent qu'il adore ça, quoi. Et je croise plein de footballeurs pro et ils n'aiment pas toujours ça. Ils aiment le côté être footballeur pro. Ils aiment évidemment le côté financier que permet ou que donne le football pro. Donc, ils sont assez assis financièrement et puis ils ont un statut social, machin, ça c'est cool. Mais ils perdent aussi très vite avec justement la notoriété, avec l'argent, avec les médias, avec plein de choses. Ils perdent le côté game, le côté jeu du foot. Et chez Kylian, on sent qu'il a encore ça. Alors, j'espère qu'il l'aura longtemps. Parce que c'est aussi une des forces des grands joueurs, c'est d'adorer ce qu'ils font et du coup de rester longtemps. Tu vois, Federer joue encore à 40 ans, du coup il va rester encore un peu aussi, etc., etc. C'est des mecs qui aiment tellement ce qu'ils font, qui mettent dedans, ils mettent tellement de sens, tellement tellement de philosophie, tellement de construction, tellement de choses que bah du coup ils jouent longtemps. Donc j'espère vraiment que Kylian a ça et qu'il aura ça encore longtemps. Sans être supporter du PSG, hein, je dis ça en tant que préparateur mental. Nolwenn qui me demande de redéfinir le flow. Bien sûr, le flow, en fait, c'est l'état mental optimal. C'est le Graal en préparation mentale. C'est l'état dans lequel tu es quand tu mets bout à bout plein de choses, que tu es suffisamment concentré, suffisamment échauffé physiquement, que tu es un peu dans le dur physiquement, que tu as travaillé tes émotions, ton alimentation, etc., etc. Du coup, ton corps et ta tête se mettent vraiment en symbiose parfaite et tu joues sur un terrain, tu fais des gestes hyper difficiles mais avec un naturel, une simplicité remarquable et tu le fais avec un sentiment d'être totalement là et un peu ailleurs. Les choses sont limpides, c'est beau et c'est simple. C'est ça le flow. Voilà. C'est l'état dans lequel tu joues comme si c'était parfait. Comme tu voudrais jouer tout le temps comme ça et tu n'y arrives pas parce que ça demande trop de travail, trop d'efforts. Il faut aussi une maîtrise technique importante. Donc le flow, c'est cette espèce de beau et de précision et de bien mélanger et d'état un peu au-dessus. Donc, Thibaut Machetel revient sur le côté culturel. En effet, ce qui vraiment me marque énormément chez Kylian, c'est qu'en fait, il est tellement puissant qu'à son âge, il arrive à avoir des propos comme ça, à les affirmer et à être sûr de ce qu'il raconte et à casser un peu les codes sociaux, ce qui vraiment quand même demande d'avoir une assise très importante. Et donc, il casse les codes que l'on a en France du fait de la compétition, de la concurrence, de vouloir être le meilleur, d'être sans limite quasiment d'objectifs, de toujours vouloir aller plus loin, de toujours voir les choses comme des challenges, comme des steps, comme le fait d'avancer, etc. Et ça, c'est en effet très américain dans la démarche. C'est pas trop français. C'est une culture qu'on a beaucoup en entreprise et qu'on a moins dans le sport paradoxalement parce que c'est toujours mal vu de dire que je vais être le premier ou le numéro 1 mondial. J'ai bossé avec des joueurs, par exemple, en rugby ou dans le sport indiv qui ont dit ouvertement un jour à leur coach qu'ils voulaient être le numéro 1 mondiaux. Ils se sont fait laminer parce que c'est très mal vu. C'est une perception de mecs trop égocentriques qui ont le boulard ou qui se croient déjà un peu au-dessus de ce qu'ils sont, ou je ne sais pas comment le dire en mode simple. Mais c'est très mal vu par les entraîneurs, alors que pour moi, ça devrait être la base. C'est même le truc qu'on recherche tous. On recherche tous d'avoir des joueurs qui vous disent « je vais être numéro 1 mondial ». Qui le disent, mais qui y croient. Il y a une petite différence. Il y a plein de joueurs qui vous disent qu'ils veulent être numéro 1 mondial ou être champion du monde. Ça, on en croise tous les jours. Mais qu'ils le disent avec une telle conviction et avec une
telle capacité d'exécution dans le fait de tout ce qu'ils font est dans ce but-là. Ça, c'est exceptionnel. Donc, lui, il a ça. Et c'est ce qui vraiment le rend génial et que moi, je trouve admirable pour son jeune âge. Vraiment. Yeah. Alors, Camille Rosati, tu as une référence que j'adore. Tu parles de Tim Grover et de devenir accro au succès. C'est un livre que je surkiffe, vraiment. J'ai eu la chance de le lire et de le critiquer pour l'éditeur chez Talent Sport. C'est un livre que j'ai dévoré. Alors, c'est tellement différent de la culture française et de ce que même moi, je peux faire en tant que préparateur mental, que j'ai surkiffé avoir un point de vue aussi différent, aussi tranché, aussi radical. Donc, en effet, c'est l'ancien préparateur physique de Jordan et de pas mal de stars de la NBA. Il est encore sur le marché, il est encore préparateur physique et il a un point de vue très affirmé sur qu'est-ce que c'est qu'être un champion, qu'il appelle lui un nettoyeur. C'est vraiment des mecs qui ont des profils exceptionnels, qui sont prêts à tout pour faire ce qu'ils ont envie de faire, à tout, sans limite. Donc, ils nettoient tout sur leur passage. C'est ce qui en fait, à mon sens, je reviens sur Jordan, des mecs pas forcément sympas au quotidien, pas super altruistes, parce que ils balayent tout sans se poser la question de est-ce qu'ils vont m'apprécier, est-ce qu'ils vont être sympas, est-ce que je vais être cool, est-ce que je suis cool, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureux, etc. Ça, ils n'en ont rien à carrer. C'est des mecs qui avancent, qui foncent. Et donc, il explique tout ça dans son bouquin Tim Grover. C'est une référence que je vous recommande vivement, notamment si vous êtes dans le monde du sport pro ou de haut niveau, parce que ça donne une perspective et un regard très cash qu'on n'ose pas avoir en France, qui pour moi est vraiment salvateur. Donc, Mika vous met une vidéo que je ne connais pas sur l'échauffement et l'entraînement de Mbappé. Je vais la regarder après le webinaire, parce qu'apparemment, c'est remarquable. Quoi d'autre? Alors, Thibaut, tu es un vrai fan de Mbappé, c'est cool, du coup, on va pouvoir échanger sur des éléments très techniques. Mbappé a souvent dit que la jeunesse n'était pas une excuse et qu'il était prêt à jouer, pardon. Du coup, autant en tant que coach, on pourrait être tenté de lancer des jeunes le plus tôt possible. De ta place de préparateur mental, comment tu estimes qu'un choix est prêt? Citation approximative, je crois que Arsène Wenger qui disait se fier au collectif et que quand un jeune était validé par le groupe, cela veut dire qu'il était... Bah voilà, je reviens absolument à ça. C'est toute une stratégie de savoir quand un joueur est prêt. En même temps, je trouve que souvent les entraîneurs sont un peu frileux. Alors, peut-être pas en foot, mais dans toutes les filières sport-études, tout ça, les sports entre guillemets amateurs, je trouve les coachs un peu frileux. Ils n'osent pas mettre les jeunes, on va dire, en confrontation avec les adultes ou les lancer vraiment dans la compétition de très haut niveau. Je comprends, mais pour des mecs comme lui, t'as pas le choix. Ils sont tellement au-dessus du lot, ils sont tellement forts, tellement sûrs de ce qu'ils font, ils ont tellement envie, ils sont tellement caméléons, ils sont tellement résilients que l'échec pour eux n'existe pas, il y a juste des difficultés qui vont surmonter. Donc, la perception du coach qui se dit « Oulala, c'est trop dangereux pour lui, etc. » Lui, il ne l'a pas ça en fait. C'est ça qui le rend exceptionnel, c'est qu'il n'a pas la perception du danger, pas la perception de l'échec versus réussite de façon aussi dichotomique. Lui, il fait les choses, il avance et si ça marche pas, il recommence. Ça marche pas, il recommence. Ça marche pas, il refait différemment et il recommence, etc. Tu vois, donc, il rebondit tout le temps. Et ces gars-là, ils sont prêts très tôt. En fait, ils sont prêts à 16-17 ans. C'est d'ailleurs ce qui a dû le poser problème dans sa formation à Monaco, c'est que les coachs n'aiment pas ça. Les coachs ont du mal avec ces profils-là. Concrètement, les coachs, ils veulent des joueurs, des bons joueurs, mais normaux. Good luck. Mais les coachs sont en difficulté avec ces profils-là parce que ce genre de profil-là exceptionnel demande aussi des coachs exceptionnels. Et si tu n'es pas un préparateur physique, un préparateur mental et un entraîneur d'exception, tu bosses pas avec ces gars-là. C'est impossible. Ils sont trop forts. Ils sont trop puissants. Ils ont une capacité d'analyse, de projection qui est trop au-dessus du lot, qui est trop forte, trop puissante, et il t'éjecte. Donc, c'est sûrement ce qu'il a rencontré quand il était à Monaco. Et
savoir quand un joueur est prêt, c'est pour moi quand il a déjà un peu moins peur et quand il est sûr de ses bases. Donc, quand il y a une estime de lui qui est posée, et quand en effet le groupe avec qui il joue, qui s'entraîne, considère que le petit, c'est bon, il est prêt, etc., ben, on peut y aller. Et on va l'accompagner s'il faut, etc. On va faire attention, mais ces profils-là, comme Mbappé, ils sont prêts très, très tôt. Ils sont tellement en avance, ils ont tellement de force, de résilience qu'ils sont prêts très, très tôt. Différence entre Mbappé et Mohamed Ali. Question de Serge Zao. C'est compliqué. Je ne connais pas pour le coup très bien Mohamed Ali. Je sais que par contre la boxe est un sport à maturité beaucoup plus lente, beaucoup plus tardive. Donc forcément, là pour le coup, tu vas prendre des précautions. Tu ne vas pas mettre un jeune boxeur tout de suite en combat avec des vieux boxeurs. Ça serait sûrement dangereux. Ce qui est commun, à mon avis, aux deux, c'est l'aspect culturel, presque militant politique, où on sent chez Mbappé la double culture de par ses parents. On sent qu'il est un peu là et en même temps un peu ailleurs, qu'il est dans plusieurs dimensions en même temps. On sent qu'il a un projet qui est plus grand que l'équipe de France, que le PSG, qu'il a un truc qui est plus fort que lui, qui le dépasse et qui le guide. Et je ne sais pas si Mohamed Ali avait ça à 21 ans. Peut-être que ça a pris du temps, que c'était une construction plus longue. Avec le m'enseigne sur sa biographie. Mais en tous les cas, il l'avait dans son apogée, dans sa carrière, vraiment au max de sa puissance. Et le petit Mbappé l'a déjà à 21 ans. Demi-cap, même si tout paraît être très naturel chez lui, peut-on imaginer qu'il soit accompagné ou qu'il est accompagné? Ouais, c'est une quasi certitude. Même s'il est très doué, qu'il a des qualités naturelles, des qualités naturelles sur le plan physique, technique, mental, tout ça très en place, il faut forcément que dans son développement, dans son évolution, il soit accompagné par quelqu'un positivement, qu'il soit aidé, hein, entre guillemets. Donc, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas s'il voit un préparateur mental ou un psychologue ou un psy, je ne sais quoi. Je ne pense pas, je me suis un peu renseigné, normalement non. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, dans son entourage, a des personnes très fortes, très puissantes, très bonnes conseillères, avec beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Donc, son père, évidemment, mais sûrement aussi sa mère, ses frères qui sont son socle familial très important, des agents aussi, des conseillers. Je croise beaucoup ça dans le foot, par exemple, plus qu'en rugby, en foot pro. Les mecs ne sont pas forcément suivis mentalement. Ils ont rarement un préparateur mental. C'est dommage, parce qu'ils seront encore meilleurs. Mais par contre, les meilleurs footballeurs ont un entourage exceptionnel qui donne, entre guillemets, tout pour le footballeur. C'est-à-dire que les femmes sont, entre guillemets, dévouées pour la carrière du joueur ou font vraiment attention à ce qu'il a un confort de vie, un cocon, un confort à la maison, tout ça. Les parents peuvent être aussi présents dans le début de carrière. Les agents ont un rôle très important. Généralement, un joueur n'a pas un, mais a plusieurs agents. Ils ont des chargés de communication, des avocats, des gars pour l'aspect financier, économique, tout ça. Ils sont vraiment très bien entourés et ils grandissent de tout ça. Donc, ils sont souvent très matures d'un point de vue intellectuel. Ils le sont moins affectivement parce qu'ils sont tellement dépendants des autres que du coup, ils sont un peu des fois enfantins dans leur rapport au quotidien et aux autres. Mais il est à peu près évident que Kylian, même s'il a toutes ses capacités, toute cette douance, il a été un peu aidé, accompagné et qu'il a été suivi, enfin qu'il est en tous les cas aidé au quotidien par des pros ou par des membres de sa famille qui sont très bienveillants, constructifs et de bons conseils en tous les cas. Pierre Coquin me demande si tu devais travailler avec Mbappé, sur quelle thématique le ferais-tu travailler en priorité? Je pense la concentration.
Je te dis ça parce que si j'ai bien compris son parcours, c'est quelqu'un qui, jeune, était un peu dilettante à l'école, parce qu'il était doué, évidemment, mais qui n'était pas aussi forcément très concentré. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui a une capacité de concentration très élevée et qui ne pose pas toujours son attention de façon constructive au quotidien. Donc, je pense qu'on bosserait ça avec lui. Pour être très cohérent et très persuasif, je lui ferai passer des tests via des casques ou via des techniques vraiment de mesure d'imagerie cérébrale ou de EEG très précise. Donc, on bosserait la concentration comme vraiment facteur de performance. Parce que, en plus d'expérience, je sais que les footballeurs ne sont pas forcément très concentrés à l'entraînement. Même lui, s'il est au-dessus du lot, il y a toujours une marge de progression. Donc, on bosserait sur ça. Et je sais aussi, pour être un peu dans le circuit, qu'il y a des clubs de foot pro qui proposent un énorme travail cognitif à leurs joueurs aujourd'hui. Ils font un vrai travail d'entraînement cognitif, pour le coup avec des casques, avec du neurofeedback, avec plein d'outils plus ou moins connectés, plus ou moins sophistiqués. Et je crois que c'est pas encore le cas au PSG, ou pas de ce qui peut se faire dans d'autres clubs. Je vais pas trop dire mes infos, tout ça, mais ils sont pas encore au niveau de développement de l'entraînement cognitif et mental comme on peut voir dans d'autres clubs européens. Donc on bosserait ça en priorité. Et je pense qu'on bosserait également d'un point de vue stratégique pour le faire travailler avec une projection de carrière à 6 mois, 1 an, etc., etc., et l'aider à faire qu'il passe toutes les étapes le mieux possible parce qu'à son niveau, c'est tellement exceptionnel que vous avez une influence sur toute une ville, un pays, sur une marque qui est derrière vous, sur des jeunes, etc. Et donc, c'est difficile et on ne mesure pas quand on est spectateur ou en dehors du circuit pro, foot spécifiquement, la pression que ces gars ont sur les épaules qui est vraiment folle. Et nous, on voit, enfin, vous voyez que le terrain, le jeu, tout ça, mais tout ce qu'il y a en dehors c'est oufissime. Donc, il faut les aider, les accompagner à bien travailler ça. Et donc, il a sa batterie d'agents, de conseillers, mais je pense que je ferai une petite dose aussi de travail mental sur ça pour vraiment l'accompagner au mieux. Mais tout ça est très hypothétique. Hein. C'est vraiment comme ça ce qui me vient. Est-ce que je pense que ce serait le plus sensé, mais c'est vraiment hypothétique. Frédéric Bouton me demande comment vit-il la non-réussite, la défaite, par exemple la défaite en finale de Ligue des Champions. Ben, si tu écoutes son entretien là sur RMC Sport, c'est dingo parce que lui justement il explique que on dit souvent qu'il faut échouer pour réussir à avancer. Et lui dit que bah, pas forcément, en fait. Tu peux aussi bien réussir en gagnant, en réussissant. Ça, c'est déjà dire ça, je trouve ça dingue à son âge. Vraiment, c'est incroyable. Donc, il le vit mal, comme tout le monde, comme tous les matcheurs. Quand Nadal perd contre Federer en finale de Wimbledon en 2017 ou 2018, je crois, il est effondré dans les vestiaires et il passe 2 heures à pleurer. Donc, il est effondré. Mbappé est sûrement aussi effondré de perdre. Il déteste perdre. Souvent, on dit que ce sont des mauvais perdants, mais c'est des mecs qui adorent gagner et qui, du coup, détestent perdre. Donc, il n'aime pas ça et donc, forcément, il le prend mal. Mais il rebondit. Nadal revient, remet un plan de jeu, une stratégie, repart sur de l'entraînement, de la progression, et gagne, regagne, et avance. Et il regagne après Wimbledon. Lui, c'est pareil. C'est des mecs qui n'aiment pas l'échec, n'aiment pas perdre, n'aiment pas tomber, mais qui savent se relever tout le temps. Et c'est à ça qu'on repère les grands joueurs. Mon cousin qui est entraîneur à Djibouti me dit tout le temps que pour lui, un grand joueur, c'est un mec qui est face à l'échec et qui rebondit en fait. C'est pas forcément le plus doué techniquement, c'est pas le plus intelligent, c'est le mec qui vraiment sait rebondir. Et je le rejoins absolument. Pour moi, les grands joueurs sont les mecs qui ont des carrières longues et elles sont longues parce qu'ils ont toutes les compétences et notamment celle de savoir rebondir, celle de savoir être résilient et de trouver des solutions, des astuces pour trouver mieux, changer, s'améliorer tout le temps. Et trouver des gens qui veulent s'améliorer tout le temps, c'est très rare, vraiment. Ça demande une flexibilité mentale cumulée à une détermination extrême.
Vincent Dumas, idem, question de Pierre. Quel type de travail faire avec un profil déjà très solide comme le sien? Gestion des émotions dans sa relation à l'arbitrage, parfois sentiment d'injustice, pas toujours justifié lorsqu'il est sanctionné. Surtout son équipe est menée ou si son match est moins bon, c'est rare. Avec ces profils-là, tu fais de la psychologie. Tu fais pas de l'entraînement mental, tu fais de la psychologie. Il faut que tu sois un peu philosophe, que tu aies des références, de la culture, un point de vue, de quoi argumenter, contre-argumenter, de quoi amener une réflexion chez eux, de quoi consolider un truc, de quoi amener une ouverture. Tu amènes quelque chose d'intelligent en plus dans leur profil et dans leur compréhension du monde et de leur jeu et de leur carrière. Déjà. Donc, il faut vraiment être très costaud pour ça. Il faut avoir une base de connaissances, une base culturelle, une base d'ouverture très en place. Et ensuite de ça, tu ne cherches pas l'équilibre, tu cherches le 1%. Tu leur fais gagner 1% par-ci, 1% par-là, 1% par-ci, 1% par-là. Et ce petit 1%, ça fait qu'ils ne perdent pas en quart, mais ils perdent en demi-finale. Et après, en finale, etc., ils avancent tout le temps avec ça. Au niveau pro, à un niveau comme lui aussi exceptionnel, même s'il a encore une marge de progression, je pense, énorme sur le plan technique, tactique, tout ça, d'un point de vue mental, il est tellement en place qu'on travaille sur du 1%. Et ça se joue à du détail, c'est de la finesse, et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que ça te demande de bien les connaître, de faire un travail ultra individualisé, de les observer, d'avoir des vidéos, de connaître le staff, de te déplacer, d'aller en match avec eux, de débriefer les matchs avec eux, de changer de contexte, de connaître quasiment toute leur vie perso, etc. C'est du travail qui est au carrefour entre la préparation mentale, la psychologie, le coaching, le conseil, c'est un peu tout ça. C'est des joueurs d'exception avec qui tu fais un travail d'exception, mais qui fait que tu casses un peu tous les codes, toutes les lignes et que tu fais des trucs des fois que tu pensais pas faire. Mais tu les fais parce qu'il faut les faire. Il y a trop d'enjeux. Christelle me demande, penses-tu qu'il aurait gagné un titre de champion du monde aussi jeune dans un sport individuel, car gagner la Coupe du Monde à 19 ans, c'est tôt? Oui, je pense absolument. Les jeunes profils d'exception, ils gagnent très tôt en tennis. Les jeunes filles, Sharapova a gagné Wimbledon, je crois, à 17 ans ou à 16 ans. Tu as des cas aussi chez les garçons. Maintenant, c'est plus rare parce qu'ils ont un tel niveau que c'est plus compliqué, mais tu as des cas en tennis, tu as des cas en badminton, tu as des cas un peu partout. Si encore une fois, c'est savoir, mais ça c'est un problème pour le coup, je vais m'intéresser à la CTS que Christelle tuait et que je connais un petit peu, c'est un problème de sélection et c'est un problème de choix et de politique de sélection de joueurs. Un profil comme Mbappé, c'est un profil exceptionnel qui ne peut presque pas évoluer dans un environnement trop normatif ou trop fédéralisé parce qu'il va péter des câbles. Où il va mettre tout le staff en difficulté parce qu'il a toujours envie de ci, envie de ça, il pense ci, il pense ça, il pense en avance par rapport à toi, par rapport à vous, etc. Et il vous met en difficulté. Donc, c'est des profils d'exception qui ne tolèrent pas la normalité et la simplicité ou dans le fait de faire des choses trop pour les faire. Eux, ils veulent des trucs beaucoup plus élevés que ça. Donc, c'est des profils d'exception qui demandent un encadrement d'exception et un accompagnement d'exception. Donc, tu peux, mais il faut les repérer très tôt. Tu vois, par exemple, en badminton, c'est le profil de la joueuse espagnole dont j'ai oublié le nom, mais que j'adore. Carolina Marin, j'ai mon petit souffleur devant moi qui me dit son prénom. Carolina Marin, joueuse exceptionnelle pour un sport presque pas pratiqué chez elle, mais repérée par un entraîneur exceptionnel. Ils ont construit tout le projet à deux, avec des bouts d'aide de fédération par-ci par-là, mais un projet à deux, parce que ça correspondait. Djokovic, un Serbe qui, pareil, fait un sport qui à l'époque n'était pas très pratiqué chez lui, mais qui a un profil exceptionnel, qui a été encadré par son père et qui après a mis le budget pour, etc. Mais c'est des profils d'exception. Donc en sport individuel, tu peux, mais il faut te préparer à ce que ces joueurs-là soient ingérables, ou en tout cas très difficiles à gérer, et qu'il va falloir casser les codes de la fédération, de la ligue, parce qu'ils sont, je cherche le mot, ils sont un peu perchés,
ils sont très créatifs, ils sont très déstabilisants et ils sont intolérants à la frustration et intolérants à la moyenne ou à la normalité. Mais tu peux. Et donc, Cristal, il n'y a pas de français parce que justement, vous avez un problème dans vos sports qui sont trop fédéralisés. En fait, vous êtes dans une démarche fédérale de tout vouloir gérer, centraliser, tout vouloir contrôler, mais ce sont des éléments incontrôlables. Ces joueurs-là, ils sont incontrôlables. Donc, c'est difficile pour vous dans des pratiques comme toi en tennis de table parce qu'en effet, vous avez une puissance fédérale qui est très présente, une puissance de ligue, de fédération, etc., où tout est vraiment comme ça hiérarchisé. Et il faut passer les étapes tranquillement, sans faire de vagues, sauf que ces gars font des vagues. Donc, c'est en ça que le système français, pour moi, amateur, aujourd'hui, il est un peu en difficulté. C'est parce qu'ils ont une politique, vous avez une politique qui date de 70 ans, qui a fait ses preuves il y a 70 ans, mais qui aujourd'hui, face à la concurrence mondiale, internationale et face à l'avènement de sportifs très jeunes par-ci, par-là, dans différents pays européens, internationaux, ben, vous êtes un peu des fois largués et la croissance est beaucoup plus lente. Donc en effet, c'est difficile pour les Français. Camille Rosati me demande, en préparation mentale, à combien évalue-t-on le taux de performance ou d'amélioration sur un profil lambda? Je ne sais pas si ma question est claire. Que peut-on promettre au client sur son évolution? Alors, moi, je promets tout le temps en tant que préparateur mental que les gars avec qui je travaille, ils vont progresser mentalement. Ça, je peux faire un chèque en blanc, il n'y a aucune difficulté, parce que j'ai un point de départ, un point milieu de travail et un point d'arrivée, et qu'entre les deux, je passe des tests, etc. Je fais des mesures quantitatives, qualitatives, et je vois leur évolution et je leur montre sous les yeux, comme ça, ils ont la preuve. Je ne garantis pas, par contre, qu'ils vont performer. Je pense au fond de moi qu'ils vont performer, parce que s'ils progressent mentalement, il y a de grandes chances qu'ils performent sur le terrain, sauf que je ne maîtrise pas l'arbitrage, je ne maîtrise pas les parents, je ne maîtrise pas l'entraîneur et les blessures. Voilà, donc tous ces facteurs-là, comme on n'a pas la main dessus en préparation mentale, on fait avec ça. Et donc, on reste sur ce que l'on peut garantir, c'est-à-dire une progression mentale, psychologique. Et tu peux même la quantifier, parce que quand tu as un test qui mesure le niveau de concentration d'un joueur au mois de janvier, plus sa détermination, sa motivation, son niveau de stress cognitif, somatique, son niveau de reconcentration, de flow, etc., tu mesures ça, tu le fais passer au mois d'avril et une deuxième fois au mois de juin, tu vois l'évolution en chiffres et tu actes que statistiquement, quantitativement, il a progressé. Et toi, tu lui fais le lien, tu lui rappelles ce lien que tu as travaillé et tu as progressé. Voilà. Donc, le travail pour moi d'un préparateur mental guide de ton, c'est ça, c'est de mettre en place un cadre, un protocole avec des outils de mesure, des outils d'évaluation et de rappel constant que pour avancer, il faut travailler, compris mentalement, et ça marche pour le reste. Donc, tu peux leur garantir ça. Après, promettre de gagner 20%, 30% mental, c'est un peu plus touchy, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Quand je vois des joueurs au tout début, j'ai l'intuition très vite qu'ils vont progresser très vite et qu'on va arriver à un niveau de malade, mais j'ai l'intuition, mais mon intuition, elle peut des fois être tout à fait défaillante et à côté des clous, donc je la garde pour moi. Par contre, je leur dis que si ils travaillent, qu'ils m'écoutent, qu'on trouve ensemble la bonne alliance, la confiance suffisante, qu'ils me racontent tout ce qu'ils ont à me raconter sans mentir, etc. Et que moi, je sais proposer les bons outils, ça va marcher. Mais c'est une question plutôt de compétence que vraiment de magie ou de je sais quoi. C'est vraiment une question de travail, une question d'effort. Allez, le temps passe très vite. Je vais prendre du coup encore 2 questions. Je suis même déjà un petit peu en retard, je crois. Donc Camille, oui, tu vas avoir le replay par mail du webinar comme d'habitude. On vous enverra un mail, je pense, ce soir ou demain avec la team. Et vous aurez aussi le sketch note de Nathalie
que je n'ai pas croisé là, mais qui doit être en train de nous regarder. Nathalie qui donc vous fera un petit résumé en sketch note du webinar sur les concepts qu'on a pu élaborer notamment au tout début du webinar. Allez, dernière question. Pierre Coquin, penses-tu que le profil psychologique et mental de Mbappé serait au même niveau si sa carrière n'avait pas connu une telle réussite? Bah non, c'est justement un des éléments intéressants, c'est qu'il a tout et que ça réussit, ça match. J'ai croisé pas mal de joueurs qui avaient ce profil-là, mais malheureusement qui n'ont pas performé comme lui pour justement des questions de blessures ou parce qu'ils étaient aussi moins doués que lui physiquement et sur le plan technique dans leur sport. Donc, ils avaient ce profil exceptionnel, mais que je revois aujourd'hui, et ils ont réussi à le mettre en exécution, à performer dans d'autres activités que leur sport. Parce que Kylian, il est hyper doué, je crois, sur le plan technique, physique et mental, il a vraiment tout, et que d'autres gars sont très doués sur le plan mental, intellectuel, mais sont moins doués physiquement, sont moins doués techniquement, et du coup, ils sont un peu limités sur l'aspect sportif. Par contre, ce sont des mecs qui seront des performants plus tard, qui vont être très bons en entreprise, qui sauront créer des choses, inventer un concept, inventer une nouvelle marque, inventer une nouvelle théorie, qui vont révolutionner la peinture, l'art, je ne sais quoi. Voilà, ils auront ça, mais ils vont le mettre en exécution ailleurs. Et pour eux, le sport, ça aurait été un outil de compréhension de soi, de progression magique. Le sport, ça aurait été une éducation à la compréhension de soi et au travail corporel, social, machin, génial, mais ils n'auront peut-être pas performé comme Mbappé, parce que lui, il est vraiment, tout est doué, quoi, tout est fort. Le mental, le physique, la tactique, tout est en place. Voilà. Toutes les planètes sont parfaitement alignées pour Kylian, je suis d'accord avec toi. Bon, merci encore pour votre participation pour ce soir. C'était hyper intéressant parce que c'est un joueur vraiment qui vous dit va durer et on pourra en parler longtemps. Peut-être qu'un jour on fera avec lui un webinaire spécifique, on va voir dans l'entretien pour avoir son témoignage, avoir l'inside de Kylian Mbappé. Merci encore. Je vous dis à très bientôt. On met un programme de webinaire en ligne très vite pour que vous ayez un peu de visibilité sur les prochaines semaines. Certains que je croiserai, j'espère, à Bordeaux, je vous dis à très vite ou à très bientôt. D'autres que je connais pas, je suis ravi de vous rencontrer et d'échanger avec vous et passer une très bonne soirée.